Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, je veux vous remercier de votre présence, de votre soutien, de votre amitié, de votre mobilisation. Et je voudrais vous parler, en vérité, à un moment important pour notre pays. Dans 2 mois, la France va devoir choisir. Depuis 4 ans, notre pays traverse une succession de crises. Crise mondiale, crise européenne, crise financière, crise économique. Peut-être les crises les plus difficiles que le monde ait eu à affronter depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout est à réinventer. Tout a failli s'écrouler. Depuis 4 ans, je n'ai eu d'autre obsession que celle de protéger la France et de protéger les Français. Il y a eu d'abord, venue d'Amérique, une crise de la finance internationale qui a menacé d'emporter l'ensemble du système bancaire mondial. Une crise jamais vue dans sa violence et dans son universalité. J'avais pris à l'époque l'engagement que pas un Français ne verrait ses économies, son épargne, impactées par la crise. Pas un seul. Et aujourd'hui, je peux m'adresser au peuple de France et lui dire, dans cette crise qui a ruiné tant d'épargnants, tant d'établissements bancaires, la France a été préservée. Votre épargne a été préservée. Nos banques ont été sauvées. Ça n'a pas coûté 1 centime aux contribuables, mais nous vous avons protégés. À l'époque, Madame Royal, avec le souci de la nuance qui la caractérise, et par parenthèse, on se demande bien ce qui serait passé s'il avait eu à conduire la France devant des crises de cette ampleur, avait déclaré que le plan qu'avec François Fillon nous avions mis en place pour sauver l'épargne des Français coûterait de l'argent aux contribuables. Ça n'a pas coûté 1 centime aux contribuables. Puis nous avons eu à connaître la crise économique, d'une brutalité inouïe, sans doute encore plus brutale que la crise des années 30. Brutalité inouïe parce que tout d'un coup, l'ensemble du système économique mondial était impacté. Les États-Unis en panne, l'Europe en récession, l'Asie qui arrêtait d'avoir tout d'un coup des taux de croissance à 2 chiffres. Où que nous tournions le regard, c'était la crise et c'était la récession. Il a fallu prendre des décisions avec sang-froid pour que la France ne souffre pas trop de cette crise qui emportait le monde entier. Le chômage a augmenté en France de 17% sur la même période. Il a augmenté de 250% en Espagne, de 70% en Grande-Bretagne, de 66% en Italie, de 100% aux États-Unis. Je n'ai eu de cesse que de protéger les Français contre la crise économique. La crise a fait souffrir. La crise a fait souffrir.
la crise a créé des chômeurs. Mais la France a tenu. Et la France a beaucoup mieux résisté que les autres. Et puis il y a eu la crise des dettes souveraines, où tout d'un coup, l'impensable, les États qui avaient besoin d'aller sur le marché pour financer leurs dettes étaient devenus, pour les prêteurs, des créanciers, des épargnants à risque. Ce qui, il y a quelques mois auparavant, était vécu comme l'incarnation de la certitude et de la tranquillité, est devenu, en quelques mois, l'incarnation du risque. Et des États entiers menaçaient de s'effondrer parce qu'ils ne pouvaient plus financer leurs dettes. Crise des dettes souveraines. Dans cette situation, j'ai voulu que les Français n'aient pas à souffrir au-delà de ce qui était nécessaire. Et de tous les pays d'Europe, un seul a vu le pouvoir d'achat moyen augmenter chaque année d'1,4%, y compris au cœur de la crise en 2009, c'est le nôtre. Il n'y en a pas un autre en Europe. Pas un. Pas un. Pas un seul. J'y reviendrai. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il a fallu affronter une autre crise, la dernière, la crise de l'euro, donc la crise de l'Europe. L'euro, c'est le cœur de l'Europe, le cœur du système. La même monnaie pour 17 pays. Qui peut penser ici que si nous avions laissé exploser l'euro, l'Europe des 27 pays aurait pu y survivre? Et c'est alors plusieurs décennies de paix qui auraient volé en éclats. Il a fallu défendre l'euro et défendre l'Europe. Il a fallu résoudre le problème de la Grèce, résoudre le problème de l'Irlande, résoudre le problème du Portugal, résoudre le problème de l'Espagne, résoudre le problème de l'Italie. Rien que ça. Et aujourd'hui, ici, je m'adresse à vous en vous disant, il reste la crise économique, mais la crise financière, nous l'avons, je le pense, surmontée. L'euro est là, l'Europe n'a pas explosé. Qui aurait pu dire cela avec la violence des crises que nous avons traversées? 4 années. Durant ces 4 années, j'ai pu compter sur le soutien du Premier ministre François Fillon, qui ne m'a jamais manqué. Le soutien du gouvernement et le soutien de la majorité. Quant à l'opposition, elle n'a rien voté, rien porté, rien incarné, rien proposé. Voilà son bilan après 4 années de crise. Pas d'idée, pas de courage, pas de proposition, pas d'alternative. Je vous demande simplement, mes chers amis, mes chers compatriotes, de regarder non pas loin, de regarder autour de nous ce qui s'est passé chez nos voisins, dont les gouvernements n'ont pas toujours eu le courage de prendre les décisions, d'assumer les décisions quand il fallait le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle est la situation? Y a-t-il un seul Français aujourd'hui qui peut me dire qu'il préférerait que la France connaisse la situation de la Grèce que la situation de notre pays aujourd'hui? Qui a envie que notre pays soit en quasi-faillite parce que des dirigeants n'ont pas eu le courage de prendre les décisions qu'il fallait prendre au moment où il fallait les prendre? Lorsqu'en 2010, alors que les élections régionales avaient été difficiles, je vous ai proposé de réformer notre système de retraite. Je l'ai fait parce que c'était l'intérêt général et que c'était mon devoir. La Grèce ne l'a pas fait. Aujourd'hui, la baisse des salaires et des pensions en Grèce est de
20%. La baisse des salaires et des pensions au Portugal est de 15%. La baisse des salaires et des pensions en Espagne est de 5%. Partout où on n'a pas pris les décisions au bon moment. Ce n'est qu'un cortège de souffrance, un cortège de violence. Et quand on ne décide pas parce qu'on n'a pas de courage au bon moment, le moment de prendre la décision est plus douloureux et plus difficile. Nous avons protégé la France en faisant les réformes au moment où il fallait les faire. Il y a, mes chers amis, 15 millions de retraités en France. Je me suis rendu compte en devenant président de la République que pour 1,5 million d'entre eux, la sécurité sociale allait chercher à la banque un argent qu'elle n'avait plus pour payer à crédit des retraites qui sont le cœur de la vie, de retraités qui ayant travaillé toute leur vie. Je préfère qu'ils soient de mauvaise humeur parce que nous avons fait une réforme douloureuse plutôt qu'ils soient en colère parce que partant à la retraite, il n'y aurait plus d'argent pour payer leurs pensions. Et aujourd'hui, je peux dire à ces 15 millions de retraités, certes, je l'assume, j'ai demandé des efforts aux Français, 2 ans de travail de plus. Mais mes chers amis, y avait-il une autre solution? Alors que nous gagnons un trimestre d'espérance de vie chaque année et que nous avons gagné 15 années d'espérance de vie depuis 1950, qui peut dire aux Français que notre système de retraite qui repose sur la solidarité aurait pu être financé avec des gens qui travaillent de moins en moins alors qu'on va vivre de plus en plus longtemps? Mensonge, irresponsabilité, absence de courage. Mais je veux dire autre chose aux retraités, aux 15 millions de retraités qui m'écoutent. Parce que nous avons fait la réforme des retraites, nous avons pu sauver l'indexation de nos retraites pour que le pouvoir d'achat des retraités ne diminue pas. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir maintenu l'indexation des retraites parce que la réforme a été faite quand il fallait la faire. Bon, bien sûr, au moment où il a fallu décider, on m'a dit il faut faire la concertation, certes, mais aucune organisation syndicale ne voulait de la réforme. Pour tous, ce n'était pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. Pour tous, ce n'était pas la bonne réforme. C'est jamais la bonne réforme. Et tous me conseillaient de faire comme tant d'autres, un peu de poussière sur le tapis. Encore une minute, monsieur le bourreau. Peu importe, ce sont nos enfants qui paieront. Je ne veux pas que nos enfants payent les dettes d'une génération incapable d'assumer ses responsabilités. Voilà les 4 années. Voilà les 4 années que nous avons connues. Et ça a pesé lourd dans ma décision d'être candidat. Pourquoi est-ce pesé lourd? Parce que la France est à un tournant. Soit elle prend la voie du progrès, c'est-à-dire celle du travail, de l'innovation, de la formation, de l'effort, du mérite, et la France demeurera dans le peloton de tête des pays qui comptent dans le monde. Et vos enfants auront une formation et un emploi, et vous pourrez compter sur un système de protection sociale financé. Soit la France prend le chemin de la facilité, de la réponse oui à toutes les demandes corporatistes, du partage du temps de travail, de ceux qui ont promis hier les 35 heures et la retraite à 60 ans. Et dans ce cas-là, mes chers amis, c'est vos enfants qui paieront le prix le plus cher de l'absence de courage de ceux qui, de toute façon, n'ont pas l'amour chevillé de notre pays suffisamment au cœur et à l'âme pour dire aux Français, voilà quelle est la vérité. Et la vérité, je veux la dire dans cette campagne.
La vérité, c'est que lorsqu'il y a eu la décision des 35 heures, la France n'avait pas les moyens de faire un choix qu'aucun autre pays dans le monde n'a fait. Et quand les autres choisissaient de travailler davantage, nous choisissions de travailler moins. Ceux qui ont payé cette erreur économique qui devint une erreur sociale, c'est ceux qui ont perdu leur emploi parce que l'économie française a perdu par cette décision la compétitivité dont elle avait besoin. Et que dire de ceux qui ont passé la retraite de 65 ans à 60 ans, alors que chacun savait bien que nous ne pouvions pas nous permettre ce choix. Mes chers amis, ces 2 mois qui nous restent sont 2 mois où il ne faut pas voler le débat qu'attendent de nous les Français. Ils attendent de savoir si on peut s'en sortir, si la France peut continuer à financer son modèle social, si demain vous pouvez continuer à vivre dans vos villes et dans vos territoires, si vos métiers ont encore un avenir, et si demain, dans le monde nouveau, celui du XXIe siècle, la France comptera comme un grand pays. Le chemin est simple. Considérer le travail, respecter le travail, récompenser le travail, encourager le travail. Il n'y a pas d'autre solution que de valoriser les valeurs qui ont toujours été les nôtres, et le travail est la première des valeurs de la République française. Qu'est-ce que cela signifie? Valoriser et récompenser le travail. Cela signifie une première chose, que plus jamais, nulle part, celui qui ne travaille pas puisse gagner davantage que celui qui travaille. Qu'est-ce que cela signifie? Que celui qui bénéficie à juste titre de la solidarité nationale s'engage en échange à donner une activité pour exercer après ses droits, ses devoirs au service de la collectivité nationale. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'on n'accepte pas la fraude, la tricherie, la gabegie, les fraudeurs, les tricheurs, les profiteurs dans un système qui ne fonctionne que parce que des gens travaillent dur et que c'est grâce à eux qu'on peut financer les prestations des autres. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me tourner vers le peuple de France. Et je vous demanderai votre avis chaque fois qu'un blocage sera avéré. Lorsque j'ai proposé le référendum, j'ai vu les critiques unanimes. Voilà que 3 semaines après, chacun en vient à proposer son propre référendum. Ça ne devait pas être une si mauvaise idée. La différence, c'est qu'eux n'auront pas à le mettre en place, car ils ne seront pas élus, et que nous aurons à le mettre en œuvre. La première question que je poserai, la première, parce qu'elle conditionne tout, c'est celle de la réforme complète de notre système d'indemnisation du chômage. Je crois à la solidarité. J'y crois profondément. Et je sais d'expérience qu'il y a des moments dans la vie où on n'en peut plus, où la vie est trop dure. On ne peut pas vivre par soi-même, qu'il faut être soutenu, encouragé. Nos compatriotes, brisés par la vie, ont le droit à cette solidarité. Mais pour tous les autres, le choix est simple, soit au travail, soit en formation. Personne chez lui, avec ses indemnisations, à attendre qu'un emploi arrive spontanément à la maison. Je veux, oui, comme tu l'as dit, Laurent, un droit à la formation, quel que soit son âge, quelle que soit sa place dans la société. Quand on perd son emploi et qu'on n'y peut rien,
quel que soit son âge, la collectivité doit vous donner les moyens d'obtenir une formation qualifiante. Cela vaut pour la mère de famille qui a voulu se consacrer, et c'est son droit, à élever ses enfants, et à qui on n'a pas le droit de dire 20 ans après qu'elle n'est plus bonne à rien et qu'il n'y a pas de place pour elle dans l'économie, alors qu'elle a rendu service aussi à la société. Ça vaut pour le jeune qui n'a pas eu la chance ça vaut pour le jeune qui n'a pas eu la chance de faire des études longues et à qui on doit donner l'opportunité de rentrer dans l'entreprise, parce que son avenir est dans l'entreprise et pas dans l'administration. Parce que l'avenir des jeunes Français, c'est d'abord dans l'entreprise, avant que d'être envisagé dans l'administration. Un droit à la formation. Mais mes chers amis, je souhaite que ce droit soit encadré et que quelqu'un qui est au chômage, qui n'a plus d'espérance de trouver un emploi dans le métier qui était le sien, on lui propose un choix de formation qualifiante, mais qu'il ne puisse pas refuser la formation qualifiante qu'on lui propose de choisir. Ce chômeur en formation sera alors rémunéré, non pour une indemnisation passive, mais pour une formation qu'il suivra. Et à l'issue de cette formation qualifiante, je propose que ce chômeur, avec cette nouvelle formation, ne puisse pas refuser l'emploi qualifié qu'on lui propose en fonction de la formation qu'on lui a donnée. Des droits et des devoirs. Comment comprendre que partout où je me déplace, dans un pays où il y a 2 800 000 chômeurs, il y a des artisans, des commerçants, des boulangers, des entrepreneurs qui me disent « on a de l'emploi à offrir et personne ne veut le prendre ». Cette situation, chacun la connaît. Elle est inacceptable au regard de tous ceux qui, parmi vous, travaillent dur, payent leurs impôts, versent leurs cotisations et sont en droit d'attendre un système de solidarité nationale où les droits sont la contrepartie des devoirs. J'ajoute que si ceci ne devait pas être compris des corps intermédiaires, je me tournerai vers le peuple français et je lui demanderai de donner son avis sur notre système. Faut-il ou non un droit à la formation professionnelle? Et quand on a une formation, est-on ou non tenu d'accepter un emploi qui correspond à cette formation? Je réponds oui, mais je vous demanderai votre avis. Et vous direz ce que le peuple de France entend que devienne son système de protection sociale. Je voudrais également dire un mot du RSA, que nous avons créé, j'en remercie les parlementaires qui sont ici, 10 milliards d'euros, 1 800 000 familles. Je voudrais faire 2 propositions. La première, c'est que le RSA, désormais, sera évalué tous les 18 mois. Si on fait un effort pour trouver un emploi, si on fait un effort de formation, il est normal de garder et de conserver le RSA. Si on n'est pas décidé à faire un effort, il est normal que la société pose la question de la pérennité de cet RSA. J'ajoute que s'agissant des titulaires du RSA, qui n'ont ni métier, ni emploi, temps plein ou temps partiel, ni formation, alors, cher Laurent, je souhaite effectivement qu'ils fassent 7 heures de travail d'intérêt collectif par semaine, payées au coût horaire du SMIC, de façon à ce que la société puisse avoir la contrepartie en droit de ce qu'elle donne en devoir ou en devoir de ce qu'elle donne en droit. Laurent, j'en avais parlé, mais je voudrais dire un mot là-dessus. Si je dis cela, ce n'est pas pour plaire à tel ou tel. Ce n'est pas pour donner un coup de barre dans je ne sais quelle direction.
Car comme j'ai eu l'occasion de le dire, à force qu'on me dise que je donne des coups de barre d'un côté, la terre étant ronde, je vais me retrouver à l'extrême gauche, je n'y tiens pas. Je n'y ai pas tant d'amis que j'ai envie de m'y retrouver. Et ceux que j'y vois ne me font pas tellement envie que je souhaite les fréquenter. Je le dis parce que si nous voulons garder notre système de protection sociale, il doit reposer sur des valeurs, le travail, l'effort, le mérite, les droits et les devoirs. Ces valeurs n'appartiennent à personne. Elles sont celles du peuple de France. Et je demanderai au peuple de France, librement, à cette majorité silencieuse qui en a assez qu'on parle en son nom, à cette majorité silencieuse qui en a assez de ce vacarme que l'on fait tous les jours sur des sujets qui ne l'intéressent pas, de se prononcer par le biais du référendum et de dire voilà le chemin que nous souhaitons voir suivi. J'ajoute que le mot-clé pour vous tous, artisans, chefs d'entreprise, entrepreneurs, créateurs, c'est le mot compétitivité. Un mot que je n'entends jamais prononcer dans des débats politiques où on a l'impression qu'à l'ENA, on leur a appris à tous la même chose, à produire le même discours. On pourrait couper le son, qu'on entendrait les mêmes sons, c'est-à-dire pas grand-chose. Non, non. Laurent, c'est plus grave, il est agrégé aussi, alors. Non, comprenez-moi, ce n'est pas l'école que je mets en cause, qui est une école remarquable, et un système de méritocratie que j'apprécie. Non, ce que je mets en cause, c'est autre chose. C'est une forme de pensée unique. C'est une absence de courage. C'est une pensée tellement convenue qu'ils ne pensent plus à rien et ils ne disent rien parce qu'ils ne s'adressent dans le miroir qu'à eux-mêmes, oubliant totalement le peuple de France. Ne vous trompez pas, quand ils vont à la télévision, c'est à eux qu'ils se parlent. C'est pas à vous. Je l'ai vu avec mon interlocuteur de l'autre soir. Et j'ai vu comme il était sans doute plus confortable pour lui de parler de moi hors ma présence. Et un peu plus compliqué de parler devant moi des mêmes choses. Mes chers amis, j'ai voulu parler de façon raisonnable, mais vrai, d'un sujet qui est celui de notre système d'intégration et de l'équilibre de nos comptes sociaux. À la minute où j'avais prononcé le mot immigration, la totalité de ceux dont le courage n'est pas absolument une vertu immédiate m'ont dit « Ah non, ne parle pas de cela ». Et pourquoi le président de la République ne devrait pas parler d'un sujet qui concerne l'avenir de la France, un sujet important, un sujet sérieux. Et si nous, les Républicains, nous n'avons pas le courage d'en parler, alors ne nous étonnons pas que ce soit ceux qui n'ont rien à dire qu'à hurler qui en parlent. Je revendique le droit de parler de cette question. Et je revendique le devoir de dire aux Français, s'ils m'élisent pour les 5 années qui viennent, quelle sera la politique d'immigration de la France. Nous avons 2 questions incontournables. La première, c'est notre système d'intégration qui ne fonctionne plus parce qu'il est victime d'embolie, parce qu'à force de vouloir intégrer tout le monde, le système s'est bloqué. Contester cette réalité, c'est refuser de voir la réalité. Et refuser de voir la réalité, c'est s'empêcher d'y apporter une réponse. Il y a une deuxième raison qui m'a fait parler de cette question. C'est le déséquilibre de nos comptes sociaux. Comment pourrais-je dire aux Français, en tant que président de la République, il y a des déficits, il y a de la dette, il faut que nous fassions des économies, il faut que nous fassions des efforts. Mais les efforts que je vous demande à vous, mes chers compatriotes, ne concernent pas les étrangers,
Qui pourrait accepter une telle injustice? J'ai donc indiqué les choses, comme je les ferai, de la façon la plus tranquille. Et je me dois de vous dire ma part de vérité, sans prudence et avec respect. La France se trahirait elle-même si la France se refermait. La France s'est construite dans l'ouverture. La France s'est construite dans l'accueil. La France s'est toujours grandie et renforcée d'accueillir d'autres, venant d'autres continents. Cette réalité, je n'accepterai que personne ne la mette en cause. Mais la France a le devoir et le droit de décider souverainement de qui entre sur son territoire et de qui doit en sortir. C'est le droit de la France. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'état de notre système d'intégration, j'ai proposé que nous divisions par 2 pour les 5 années qui viennent le nombre d'étrangers que nous accueillerons sur notre territoire. Au candidat socialiste à qui on posait la question ce matin de savoir, lui, quelle était sa politique, il a dit « je ne sais pas ». Il serait peut-être temps d'y penser. Le temps presse. Voilà donc que sur ce sujet, il n'a pas d'idée. S'il n'a pas d'idée, c'est soit parce qu'il n'est pas compétent, je n'ose l'imaginer, soit qu'il ne veuille pas dire la vérité aux Français, et ça, je veux bien l'imaginer. Et je demande que chacun assume ses responsabilités. Si je suis élu, je proposerai de réduire la moitié du volume des personnes qui rentreront sur notre territoire. Je leur demande de dire aux Français ce qu'ils feront en termes de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Les Français ont le droit de savoir ce qui les attend dans un cas ou dans un autre. Cela s'appelle la transparence, la vérité et la démocratie. Si on ne fait pas la transparence, la vérité et la démocratie, on fait le mensonge et on ne bâtit pas l'avenir d'un pays sur le mensonge. Mais vous êtes en droit de me demander « Et comment y arriverez-vous » Je veux prendre mes responsabilités et vous dire très clairement que dans mon esprit, le regroupement familial automatique, ce n'est plus possible. Faire venir sa famille est un droit et naturellement la France ne le contestera pas. Mais faire venir sa famille quand on n'a pas un logement, ça n'a pas de sens. Faire venir sa famille quand on n'a pas un salaire, ça n'a pas de sens. Et faire venir sa famille quand on ne prend pas la peine d'apprendre à sa famille le français avant de venir en France, ça n'a pas de sens. J'imposerai les mêmes règles pour l'obtention du visa de séjour lorsqu'on se marie avec un Français ou une Française. 50 000 par an. Je veux savoir, dans ces mariages, ce qu'il y a de vrai, d'authentique et de bouleversant. Et ce qu'il y a de faux et de fraude. Nous devons respecter l'authentique et le bouleversant. Et nous devons combattre la fraude. J'imposerai donc un visa, non pas fonction du mariage, mais fonction du logement, du salaire et de la décision de la personne qui souhaite rejoindre son conjoint d'apprendre le français et les valeurs de la République avant de venir en France. Il y aura donc un examen dans nos consulats. Je voudrais dire enfin un mot de 3 prestations. Ce sont des sujets dont on parle dans toutes les familles de France. Et si nous ne voulons pas que ces sujets soient dénaturés par des gens qui n'ont aucune générosité et qui ne connaissent pas l'histoire de la France, alors c'est nous qui devons les prendre en charge. Je le dis là encore, le minimum vieillesse. Je n'accepte pas que l'épouse d'un agriculteur qui a travaillé toute sa vie ait une retraite moins élevée
qu'une personne qui viendrait à 60 ans en France pour profiter, sans jamais y avoir travaillé, du minimum vieillesse. Et je veux que les choses soient claires entre nous. Dans mon esprit, cela n'a rien à voir avec la peur de l'autre, avec le refus de l'étranger. La richesse, la diversité, les autres identités sont les bienvenus chez nous. Ça a tout à voir avec l'équilibre de nos comptes sociaux. Les efforts doivent être partagés. Celui qui a travaillé ne peut pas avoir moins que celui qui n'a jamais travaillé sur notre sol. J'imposerai pour le RSA 165 000 étrangers, une double condition. 10 ans de résidence, 5 années de cotisation dans l'exercice d'un travail en France pour bénéficier d'une solidarité nationale. Je veux dire un dernier mot d'un sujet très sensible. Mais dans cette campagne, et je le dis à mes amis ici, quelle que soit leur sensibilité, que je respecte et dont mon devoir est de faire la cohérence et la synthèse, je veux parler de la CMU, c'est-à-dire de l'engagement de la France, qui est à son honneur, de soigner un malade, quelle que soit son origine. Parce qu'une personne qui est sur notre sol, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa nationalité, c'est un être humain. Et sur le territoire de la République française, on soigne tout être humain quel qu'il soit. Je ne remettrai pas en cause la CMU, parce que je pense que cela fait partie des valeurs humanistes qui font la grandeur de la République française. Comprenez-moi bien. C'est une chose d'exiger un minimum d'années de travail pour profiter de la solidarité nationale. C'en est une autre, que la République soit aux côtés de celui qui souffre, de celui qui est malade. Mais si je ne toucherai pas à la CMU, je modifierai complètement le système de la carte vitale en demandant la biométrie sur les cartes vitales, parce que la fraude est inacceptable. Mes chers amis, j'ai vu qu'il fallait être l'ennemi de la finance et en même temps ne stigmatiser personne. C'est pas bien de stigmatiser, je me demande ce que ça fait lorsqu'on dit l'ennemi de la finance. J'ai vu qu'il fallait être l'ennemi des riches, lesquels riches étaient désignés comme riches à partir de 4 000 € par mois. Ça en fait du monde. Et je vois là une différence entre François Hollande et moi. Il veut moins de riches en France, moi je veux moins de pauvres en France. C'est une grande différence. Voilà donc que le candidat socialiste mobilise toutes ses forces, et elles sont importantes, contre tous ceux qui créent, tous ceux qui donnent de l'emploi, tous ceux qui ne demandent rien, tous ceux qui font la gloire d'un pays. Et moi, je rêve pour mon pays que demain, nous ayons un Bill Gates et un Steve Jobs qui créent des grandes entreprises mondiales, qui donnera du travail à vos enfants. Si avec Laurent, nous avons pu sauver les salariés de l'Ojabi, c'est parce qu'il existe en France un groupe mondial qui s'appelle LVMH, qui a donné du travail à une entreprise de la Haute-Loire pour sauver des salariés. Est-ce que vraiment, il faut tous les faire partir? Mes chers amis, le monde est ouvert. Ne croyez pas ceux qui vous disent que la France peut se réfugier derrière une ligne Maginot. Pour la France, il nous faut les meilleures universités. J'ai voulu l'autonomie des universités pour sortir d'une mainmise syndicale et administrative sur un appareil universitaire qui sombrait
parce qu'on ne lui faisait pas confiance et qu'on ne lui donnait pas l'autonomie que partout dans le monde on a donnée. J'ai voulu l'allègement des charges pour les entreprises, pas pour faire des cadeaux aux entreprises, mais parce que qui trouvera du travail pour vos enfants s'il n'y a plus d'entreprises sur vos territoires? Partout où j'ai été, 200 déplacements chaque année, dans toutes les parties du territoire de France. Comme on dit les ouvriers, les ouvrières, on a peur, Monsieur le Président, peur des délocalisations. Si j'avais maintenu la taxe professionnelle, qui n'existait plus qu'en France, j'aurais encouragé les délocalisations. Si le travail coûte plus cher en France que chez nos voisins, comment garderez-vous dans ce département de la Loire vos emplois? Bien sûr que j'ai pris une responsabilité lourde, cher Dino, celle, à quelques mois de la présidentielle, de dire aux Français « Allez, on va alléger les charges qui pèsent sur vos emplois. On va faire 1,6 de TVA pour rééquilibrer notre compétitivité avec les autres, gagner des parts de marché et faire financer nos importations pour notre système de protection sociale. » Quand on achète un téléphone portable, un ordinateur, une télévision, un écran plat, pas un seul de ces équipements n'est fabriqué sur notre territoire national. En augmentant la TVA sur ces équipements, nous faisons participer les constructeurs chinois et indiens au financement de notre protection sociale. Et nous défendons l'emploi dans vos territoires. Oh, bien sûr. C'est tellement facile de faire peur et de dire que c'est le consommateur. Il n'y aura pas d'augmentation des prix. Mais à ceux qui n'assument pas parce qu'ils n'assument rien, parce qu'ils n'ont pas de courage. Le courage, ça ne s'invente pas. On est courageux, on ne l'est pas. On ne le devient jamais. C'est un problème de nature et c'est un problème de tempérament. À ceux qui refusent ce choix, je leur pose une seule question. Que proposez-vous pour lutter contre des délocalisations? Que proposez-vous pour que la terre de France reste une terre de production? Que proposez-vous pour qu'on garde nos usines? Que proposez-vous pour qu'on puisse vivre sur son territoire, dans la ville qui vous a vu naître, dans le pays que l'on aime, dans la région qui est tellement consubstantielle de ce qu'on est soi-même qu'on ne se voit pas la quitter? J'ai fait cela, j'ai fait ce choix, parce que j'ai voulu protéger les ouvriers, les usines, les terres de production, nos agriculteurs et nos paysans. Je n'accepte pas le déficit de compétitivité vis-à-vis de nos voisins européens. Je peux le comprendre vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis de l'Inde. Je ne peux pas l'accepter vis-à-vis de nos voisins espagnols, allemands ou anglais, parce que ça, c'est inacceptable. Et voilà ce qu'il fallait changer. Pour cela, il faut avoir le courage de prendre un certain nombre de décisions. Mes chers amis, mes chers amis, je voudrais vous dire encore 2 ou 3 choses. Et comme vous l'avez vu, j'ai voulu vous parler librement. Parce que je vais aller à cette campagne en liberté. Parce que j'aime profondément mon pays. Et j'aime mes compatriotes. Et en 5 années, j'ai vu, entendu tant de choses que je dois donner une partie de tout ce qu'on m'a donné. La vérité est la seule façon de s'engager pour son pays. Il y a dans notre pays un certain nombre de tensions qui tiennent au fait qu'on n'a plus assez pris le temps d'apprendre les valeurs de la République. La France n'est pas simplement une démocratie. La France est une république. Dans une démocratie, chacun a le droit de donner son opinion par le vote. Dans une république, chacun donne son opinion et adhère à des valeurs. Ces valeurs, on ne les prend pas comme au supermarché, en se servant des unes et en rejetant les autres. Dans la République, on accepte toutes les valeurs de la République. La République ne peut pas accepter le communautarisme. Et ne pas accepter le communautarisme
c'est refuser de donner le droit de vote aux étrangers, parce que cela ferait le jeu du communautarisme. J'ai vu là encore qu'on me faisait reproche d'avoir parlé de sujets dont on ne devrait pas parler. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, le rêve d'un certain nombre d'observateurs, c'est qu'on parle de politique uniquement des sujets qui n'intéressent pas les Français. La République n'est pas compatible avec le port de la burqa. La République n'est pas compatible avec, dans les piscines municipales, des horaires pour les femmes et des horaires pour des hommes. Et dans la République, les cantines scolaires n'organisent pas les menus en fonction des religions des uns et des autres. Là encore, que l'on me comprenne bien. Que l'on me comprenne bien. Que celui qui veut le consommer cachère puisse le faire. Que celui qui veut le consommer halal puisse le faire, nous le respectons et ça ne pose aucun problème. Mais je dis simplement que celui qui veut consommer ni cachère ni halal, il a le droit de le faire aussi. Et c'est pour cela que j'ai demandé l'étiquetage, pour que chacun connaisse l'origine de la viande qu'il consomme. Mes chers amis, je voudrais vous dire une chose qui est importante à mes yeux. Alors que nous sortons à peine de la crise, alors qu'il y a tant de tensions, tant de difficultés, tant d'inquiétudes, je voudrais que vous compreniez que je vous demande d'être généreux, mais que la générosité ne veut pas dire la faiblesse. Je voudrais que vous compreniez que je vous demande d'être solidaire, mais que la solidarité ne veut pas dire la permissivité. Je voudrais que vous compreniez que je vous demande de faire toute leur place à ceux qui nous rejoignent. Mais faire toute leur place à ceux qui nous rejoignent et que nous sommes heureux d'accueillir parce que c'est la tradition de la France, ça ne veut pas dire que nous devions renoncer à l'identité qui est la nôtre. Parce que la République, c'est le partage d'une identité. Il y a une identité nationale française. Si vous saviez comme je me sens libre de pouvoir être candidat parmi les autres au contact du peuple de France, sans le poids du protocole, sans le poids de la fonction, sans la lourdeur des responsabilités sur mes épaules, avec comme seule préoccupation vous rencontrer, vous écouter, vous représenter, vous défendre, vous protéger, partager avec vous une ambition commune pour les 5 années qui viennent. Je veux le faire, je vous l'ai dit en commençant, et ça sera ma conclusion. Je veux le faire en liberté. Je veux le faire en liberté. Qu'est-ce que ça veut dire en liberté? Je veux le faire sans calcul. Je veux le faire sans hypocrisie. Je veux le faire sans mensonge. Je veux le faire sans combine. Je veux le faire sans trucs, sans les petits trucs habituels de la vie politique. Je vous fais rêver et après je vous abandonne. Je veux le faire sans filet. Je voudrais vous dire un mot d'ailleurs de ce point de vue. Comme ils sont intéressants ces responsables politiques qui disent aux Français prenez des risques, mais qui sont incapables eux-mêmes de prendre le moindre risque. Comme ils sont intéressants ces responsables politiques qui disent aux Français soyez capables de changer de métier, de changer de formation, de changer de région, de changer de logement, mais qui eux-mêmes ne sont capables que d'une seule chose, défendre leur carrière, défendre leur statut et rester, quoi qu'il arrive, accrochés à leur poste. Alors on m'a dit,
Quel est votre état d'esprit dans cette campagne? Souvenez-vous, j'étais en Guyane. C'était le off qui est devenu le plus on du monde. Et on m'a posé la question qui taraude tant d'observateurs. La défaite. Et on m'a dit, envisagez-vous la défaite? Et j'ai répondu, vous me croyez tellement inexpérimenté? La vie m'a appris que le jour où on pense ne jamais pouvoir perdre quelque chose à laquelle l'on tient, ce jour-là, on l'a perdu. C'est parce qu'on sait, au fond de soi, que ce qu'on a est le plus précieux, qu'on y fait attention et qu'on ne le perd pas. Cela vaut dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et dans la vie personnelle. Chaque fois qu'on considère que c'est acquis, que c'est fait, chaque fois, alors, on a déjà perdu ce au quoi on tient. Et donc, devant les Français, je leur dis, votre choix, par définition, sera le bon. Et puis ce matin, une auditrice me dit, elle est sympathique. Que feriez-vous si les Français ne votaient pas pour vous? Elle ne m'a pas dit qu'elle ne voterait pas pour moi. Et je lui ai répondu la vérité, madame. Je vais m'engager passionnément dans cette campagne. Comme je vous l'ai dit, j'aime mon pays. J'ai choisi de faire de la politique depuis bien longtemps parce que j'aime la France. Ma famille vient d'ailleurs, mais j'aime profondément la France. Peut-être d'ailleurs parce que ma famille vient de loin. Je l'aime, la France. Je la respecte. Et j'ai été tellement honoré de la représenter. Mais je veux me présenter aux Français en leur disant, je vais tout donner. Je vais tout vous donner. Je vais me consacrer à ma tâche. Mais j'y vais pas pour un statut, pas pour une situation, pas pour un bureau, pas pour une rémunération. J'y vais par passion, j'y vais par conviction. Et quand on y va par passion et par conviction, on ne demande pas à s'assurer si les Français font un autre choix, comme la démocratie le permet. Je voudrais vous faire réfléchir à cela, mes chers amis. Si la politique, par moment, est si peu respectée, c'est parce qu'il y a un déficit d'authenticité, de vérité et d'engagement. Et croyez-moi, cette campagne, je vais la conduire pour vous emmener à la victoire, mais avec authenticité, avec vérité et avec passion. Alors, mes chers amis, si vous saviez, comme cela m'a fait plaisir, cher Dino, cher Laurent, chers amis, de parler ici, sans notes, sans discours, juste avec mon cœur, ce que la nature m'a donné de cerveau et avec mon expérience. Si vous saviez comme je me sens libre d'aller à votre rencontre dans ces salles pleines, de parler dans des émissions où je me dis qu'il y a tant de téléspectateurs, si vous saviez comme j'ai envie de représenter cette majorité du peuple de France, tellement silencieuse et tellement exaspérée de tout ce qu'on voudrait lui imposer, de tout ce qu'elle entend, de tout ce qu'on dit d'elle qui ne correspond en rien à la réalité de ce qu'elle vit et de ce qu'elle ressent. Si vous saviez, mes chers amis, une chose, combien j'ai besoin de vous. Aidez-moi, aidez-moi à construire la France forte, aidez-moi à conduire cette campagne pour les 2 mois qui viennent. Aidez-moi à faire triompher nos idées, nos valeurs, notre idéal. Vive la France et vive la République!
Philippe, regarde-moi.